Donc c'est aujourd'hui, mesdames, messieurs, le troisième rassemblement pour la paix que nous organisons à Nantes. Je le disais tout à l'heure en commençant. Et force est de constater que nous autres patriotes sommes bien les seuls à mener ce combat. Le rassemblement d'aujourd'hui, je l'évoquais aussi, a lieu simultanément à la grande manifestation qui se tient derrière Florian Philippot à Paris, et de même à une dizaine de rassemblements du même type partout en France. Le premier rassemblement pour la paix que pour notre part nous avions organisé eut lieu un an après le début de l'opération spéciale menée par la Russie en Ukraine. Outre notre engagement, qui évidemment ne s'est jamais démenti, pour sauver la paix, pour éviter qu'une situation qui produisait déjà son lot de souffrances et de victimes ne s'amplifie encore et dégénère en conflit armé généralisé, il nous apparaissait indispensable alors de rétablir la vérité. Et de rétablir cette vérité face à une propagande que j'évoquais tout à l'heure, une propagande de guerre aussi éhontée que déchaînée, qui distillait jusqu'à plus soif les médias aux ordres, inféodés à l'État profond US, leur maître, et à l'OTAN, son bras armé. Non, la Russie n'était pas et n'est toujours pas l'agresseur. Et elle ne l'a jamais été. L'opération militaire spéciale, qu'à partir du 24 février 2022, elle a conduite dans l'est de l'Ukraine, fut motivée, s'il faut le rappeler encore, par les exactions commises par le pouvoir de Kiev à l'encontre des populations russophones depuis l'Euromaïdan et la pseudo-révolution de février. Elle fut également motivée par la menace croissante d'une extension de l'OTAN jusqu'au plus près de sa frontière, extension dont l'État profond US a toujours su pertinemment qu'elle ne peut représenter pour Moscou qu'un casus belli. L'opération militaire spéciale menée par la Russie fut dès l'origine un acte de sauvegarde des populations russophones, victimes d'exactions multiples de la part du régime corrompu et criminel de Kiev, et tout autant un acte défensif face aux provocations hégémoniques de l'OTAN, c'est-à-dire de l'impérialisme US. Le deuxième de nos rassemblements pour la paix s'est tenu il y a 3 mois, ici même, en ce haut lieu de mémoire où nous ne pouvons qu'être habités par le souvenir du sacrifice de nos héros lors de la dernière guerre que voilà 8 décennies notre continent et au-delà le monde eut à subir. Le conflit se trouvait alors dans cette phase où l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis expansionnistes et bellicistes et leurs prétendus alliés, en réalité leurs obligés et leurs vassaux, au premier rang desquels donc l'Union européenne, dont Macron, président honni et méprisé, est l'un des affidés les plus zélés. Où l'Occident donc s'était lancé dans une fuite en avant, consistant à abreuver le régime illégitime de Zelensky de milliards en dons et en armements de plus en plus perfectionnés et offensifs, débauche de moyens représentant une escalade des plus périlleuses, en ceci qu'elle aggravait inévitablement le conflit et la situation des populations, accroissant mécaniquement le nombre de morts et faisant redouter une internationalisation du conflit et donc déjà le risque majeur d'une 3e guerre mondiale. Cette phase du conflit, rappelons-le, était marquée alors par des incursions des troupes zelenskiennes en territoire russe, par la fourniture de missiles à longue portée au régime de Kiev, par l'intention de plus en plus précise d'envoyer sur le front des combattants des pays de l'OTAN. L'Occident, comme il se nomme, condamnant ainsi et lâchement les populations à faire toujours davantage les frais de ces irresponsables desseins. Depuis notre dernière manifestation, la donne a considérablement changé. Ainsi que nous l'appelions de nos voeux, Trump est redevenu président des États-Unis. Et contrairement à Biden, la momie
et le pantin de l'État profond, non seulement Trump refuse que la guerre se prolonge, mais animé d'une indéniable volonté politique, il s'est donné pour mission de réaliser la paix. L'élection de Trump a évidemment profondément contrarié, voire les a plongés dans une grande panique, les fous de guerre européistes, leur agenda mondialiste, leur projet de tirer profit de la guerre, justement on a parlé pour achever sur le dos des peuples et naturellement contre leur volonté la liquidation des États d'Europe pour réaliser cet État européen. Je crois qu'on est au-delà du fédéralisme. La visée flirte avec le modèle d'un État unitaire européen. Rendez-vous compte, dans lequel évidemment seraient solubles les États-nations actuels, pour réaliser donc cet État européen qui constitue leur objectif de moins en moins dissimulé. Et ces fous de guerre se sont mis en tête, folie redoublée, de continuer, sans les États-Unis donc, à alimenter la guerre, quitte à risquer d'atteindre pour de bon le point de non-retour où la Russie se verrait en effet acculée à une riposte d'ampleur. Car, et nous le répéterons inlassablement, il n'y a pas en l'état et il n'y a jamais eu de menace russe. Il n'y a pas de menace russe qui s'étendrait au-delà de son aire d'influence et de ce qu'elle requiert pour sa sécurité comme zone neutre. D'ailleurs, la Russie a au contraire fait preuve tout au long de ce conflit d'une grande mesure et d'une grande retenue à l'égard de ceux qui attisaient les braises de la guerre, de la dévastation et de la mort, c'est-à-dire les États-Unis de la précédente administration Biden, l'Union européenne d'Ursula von der Leyen et de Macron, qui, eux, se sont sans cesse trouvés dans l'escalade et la provocation, jusqu'à franchir les limites de la co-belligérance, les lignes rouges fixées par Moscou. Oui, décidément, la Russie a fait preuve d'une grande mesure et d'une grande retenue. Il n'y a donc pas en soi de menace russe. Si menace il y a, et il y en a une, bien réelle, elle vient de Macron et de l'Union européenne. Macron, von der Leyen, Merz, tous ces gens-là, c'est l'évidence, veulent non seulement que le conflit russo-ukrainien perdure, mais se révèlent prêts à tout pour qu'il s'amplifie, dégénère et se généralise. Et qu'on se le dise, ils n'hésiteront pas, en poursuivant ce funeste objectif, à exposer les populations civiles auxquelles ils promettent ce faisant sang et larmes. Ce n'est donc nullement un hasard si Trump, qui souhaite donc ardemment réaliser la paix, lui, a déclaré récemment sur CNN refuser catégoriquement d'associer l'Union européenne aux pourparlers visant à résoudre le conflit entre l'Ukraine et la Russie, en ajoutant que les dirigeants de l'UE, je cite, doivent faire la guerre, qu'ils ont besoin d'un conflit à long terme pour dissimuler leur incompétence, l'action de leur lobby et leur argent volé. Et en soulignant au passage que le mot paix fait l'objet d'une véritable censure dans l'Union européenne. Eh bien, si nous sommes là, rassemblés à Nantes, comme dans de nombreuses autres villes de France, si nous manifestons massivement en ce moment même dans la capitale, c'est justement parce que, dussions-nous être seuls, nous, la paix, à l'instar des présidents Trump et Poutine, résolument nous la voulons. Et nous nous mobilisons pour bloquer la marche vers la guerre entretenue et poussée par les fous de guerre en France et dans l'Union européenne. Ce combat que nous menons pour la paix consiste aussi, bien sûr, à mettre à nu les véritables intentions de ces fous de guerre, tout autant que leurs méthodes. Ces kits de survie de 72 heures, ce manuel de survie de 18 pages, édité, paraît-il, à 70 millions d'exemplaires, qui prêterait à rire s'ils ne signalaient pas le plan des bellicistes d'insuffler la peur parmi leur population, de gouverner les esprits par la peur,
méthode de soumission, il est vrai, éprouvée, et ô combien, lors de l'épisode Covid, c'est exactement le même stratagème qui se trouve enclenché. Le but, eh bien, c'est donc d'accélérer l'agenda mondialiste, de la mise sur pied d'une force armée européenne se substituant aux armées nationales, de la mutualisation de notre dissuasion nucléaire. Comment accepter cela? Du partage de notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute chose, c'est l'évidence, nous précipitant vers le parachèvement de l'intégration dans l'Union européenne et donc vers la fin des États, et donc de la France comme État, par subversion de ce qu'il nous reste comme souveraineté. Désigner ces desseins, c'est aussi et surtout mesurer ce qui est susceptible de les contrer. Notre combat pour la paix ne fait qu'un avec notre combat pour la souveraineté de la France. Une France souveraine n'aurait aucune raison de vouloir la guerre. Elle rechercherait au contraire, selon ses intérêts bien compris, les conditions d'une entente avec les autres puissances, dont bien évidemment la Russie. Une France souveraine aurait au contraire toutes les raisons de sauvegarder la paix, pour épargner le pire à son peuple et garantir à ses enfants le meilleur avenir possible. Une France souveraine veillerait à garantir les conditions de son indépendance et de sa place de premier plan parmi les nations. Elle conserverait la maîtrise exclusive de sa dissuasion nucléaire, consoliderait sa propre défense nationale et s'assurerait de pouvoir peser dans les relations internationales, notamment en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, comme l'avait voulu l'immense De Gaulle, comme le faisait encore le 14 février 2003 Dominique de Villepin, refusant au nom de la France son inféodation à cette autre guerre mondialiste, celle contre l'Irak de Saddam Hussein. C'est donc au nom de la France et de son peuple, parce que nous en sommes les derniers authentiques défenseurs, que nous nous opposons à la guerre et à ceux, fous de guerre, qui la provoquent. Vive la République, vive la France!